Bonjour, alors merci pour l'invitation, merci aux organisateurs, merci à ceux qui sont en présence dans la salle aussi, à ceux qui sont en ligne. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de partager quelques résultats de recherche autour du thème de la discrimination linguistique vécue en milieu scolaire québécois. Donc, je ne parlerai pas des adultes comme les présentatrices, mais plutôt des jeunes qui ont fréquenté l'école primaire et secondaire. Donc, vraiment une présentation axée sur le récit, leurs paroles au sujet de la discrimination linguistique. Donc, je vais juste rappeler quelques résultats de recherche, en fait, qui ont encadré un peu l'article qu'on a écrit, si vous voulez le consulter, sur les inégalités scolaires et l'immigration au Québec. Je vais vous parler brièvement du cadre théorique et méthodologique qu'on a utilisé pour analyser les données, la discussion des résultats et des réflexions critiques et pistes d'action. Il faut dire que c'est basé sur une recherche où on avait des jeunes qui provenaient de plusieurs pays d'origine et on s'est rendu compte pour le groupe de jeunes qui provenaient d'Amérique latine qu'il y avait des vécus de discrimination linguistique plus spécifiques comparativement à d'autres groupes qui, par exemple, issus des communautés noires où eux nous parlaient davantage de racisme vécu. Donc, ça nous a poussé à écrire un article spécifique sur ce groupe qui faisait partie d'une plus large enquête. Quand on regarde la revue de littérature, on parle beaucoup de discrimination linguistique, notamment au travail, pour les parents de ces élèves-là, notamment due à l'accent. Pour les élèves qui sont originaires, donc les élèves de ces parents-là, alors quand ils arrivent à l'école, les recherches montrent qu'ils ont moins souvent le français comme langue maternelle, ils ont davantage besoin de soutien linguistique au secondaire, ils ont aussi plus de chances d'être intégrés au secondaire avec un retard scolaire et de fréquenter une école en milieu défavorisé. Donc, les recherches montrent un taux de décrochage, somme toute, plus élevé, des taux de surreprésentation en adaptation scolaire et en formation générale des adultes. Donc, c'est questionnant. C'est un sujet de recherche, selon moi, qui devrait être davantage creusé. Les recherches qui ont porté sur ces groupes-là ont surtout été quantitatives et ont identifié des variables comme le capital scolaire et économique des familles. Par contre, ça individualise beaucoup les inégalités quand on prend ces variables-là. Donc, le danger, c'est vraiment d'axer sur reposer la réussite éducative sur les épaules des élèves plutôt que de se poser des questions sur les pratiques en milieu scolaire, qu'est-ce qu'on peut changer dans le système. Donc, pour nous, c'était questionnant cet angle-là plus quantitatif. Donc, on voulait aller voir, bien, quel est le récit des jeunes sur leur expérience scolaire et linguistique, donc dans un contexte scolaire qui est relativement, on va le dire, monolingue. Donc, pour nous, de les entendre sur les inégalités qu'ils peuvent vivre en milieu scolaire, ça permettait de compléter des études plus quantitatives où on montre des difficultés, entre guillemets, scolaires. Donc, ce qui peut, pour nous, ressembler à une pensée plus déficitaire où on dit à l'élève que c'est à lui, finalement, de mieux réussir et non pas au système éducatif de s'adapter à ces jeunes-là. Alors, le cadre théorique qu'on a utilisé, on a mélangé un peu des théories critiques en sociologie, des théories critiques en éducation. En fait, de manière inductive, ce qui est ressorti, c'est une frontière entre le « eux » et le « nous », où ces jeunes se sentaient davantage infériorisés, notamment dû à l'accent. Donc, on a utilisé le concept de frontière entre les groupes majoritaires et minoritaires parce que c'était quelque chose qui est ressorti des données. Ce qui est ressorti aussi, c'était le concept d'anxiété langagière, donc le fait de jamais sentir répondre aux compétences attendues en français par le groupe majoritaire, par les locuteurs natifs, entre guillemets. Donc, on en a parlé un peu ce matin dans les autres présentations. Donc, ce sentiment-là d'anxiété langagière qui peut amener des sentiments un peu plus négatifs, du stress, des inquiétudes. On a aussi utilisé le concept de discrimination linguistique qui est lié plutôt à des inégalités de traitement dues à l'accent et donc comment les jeunes ont vécu finalement ces inégalités de traitement en milieu scolaire. Et
Aussi, pour être critique par rapport à notre article, c'est sûr qu'il y a des limites au concept de latino-américain qui peut paraître très colonial parce que c'est une grande diversité à travers ce groupe-là. Par contre, on reconnaît que les expériences sont très hétérogènes parmi les jeunes qu'on a interrogés, mais on voulait quand même, de manière exploratoire, comme il n'y a pas beaucoup d'études, essayer d'aller voir s'il n'y avait pas des défis communs qui étaient relatés par les jeunes. Donc, c'est une étude qualitative. Les entretiens sont semi-dirigés en profondeur. Donc, les entretiens pouvaient durer environ 1h30, parfois 2 heures avec les jeunes. C'est vraiment axé sur les récits de vie, très qualitatifs. Donc, on part du parcours migratoire dès l'enfance. Et là, on demande à la personne de raconter son parcours scolaire jusqu'au poste secondaire, jusqu'à l'université. Les jeunes devaient avoir 2 parents immigrés nés en Amérique latine, avoir fréquenté une école secondaire au Québec, mais pour notre corpus, c'était à Montréal principalement. Être inscrit dans un programme de premier cycle universitaire à Montréal, être âgé de 19 à 35 ans. Donc ça, c'était un peu pour notre méthodologie. Vous pouvez voir aussi les pays d'origine qui sont relativement diversifiés, mais avec plusieurs jeunes qui étaient originaires de la Colombie. On peut voir aussi la distribution hommes-femmes, ce qui est, étant donné qu'ils étaient à l'université, c'est sûr qu'on a eu plus de difficultés à recruter des participants hommes. Et pour la langue maternelle, vous pouvez voir qu'en majorité, l'espagnol était la langue maternelle des participants. Ils sont arrivés au primaire pour 7 d'entre eux, 4 sont arrivés au Québec au secondaire et 7 étaient nés au Québec. Et quand on regarde le diplôme des parents, on peut voir qu'une majorité ont des parents, au moins un parent qui a fréquenté l'université. Donc, en lien avec les politiques d'immigration très sélectives, ce n'est pas surprenant aussi dans le corpus de voir des parents très scolarisés. Dans les principaux résultats, donc, on a vraiment vu, comme j'ai dit tout à l'heure, la frontière plus linguistique entre le « nous » et le « eux », un sentiment d'exclusion qui commence dès le primaire, mais qui perdure jusqu'au poste secondaire, donc qui s'exacerbe. Au primaire, c'était quand même intéressant d'avoir des verbatims sur ce qu'ils vivaient au primaire, au secondaire, dans un contexte pour eux qui était très monolingue. Donc, je vais vous montrer des extraits. Et ils racontent beaucoup de sentiments d'anxiété langagière, mais l'anxiété langagière s'exacerbe, disons, au cégep et à l'université davantage. Donc, voici la parole des jeunes. Donc, par rapport aux primaires, donc, on a des extraits. Il faut que nous mettons, on oublie notre langue à nous, puis qu'on parle français, qu'on oublie tout ce qu'on est pour s'intégrer. Puis moi, je n'aimais pas ça parce que c'est ma langue. J'ai le droit de la parler. C'est pas parce que je suis dans un pays où est-ce qu'on parle français que je n'ai pas le droit de parler ma langue. Et que ça me frustrait qu'ils ne nous laissaient pas parler espagnol entre nous. J'ai le droit de parler ma langue si je veux. Ça me mettait en tabarnak. J'étais comme, je vais parler espagnol si ça me tente. Donc, on voit aussi l'impact sur comment le jeune se sent à l'école, comment ça peut ne pas créer un sentiment d'appartenance à l'école, et sur l'estime aussi du jeune. Donc, c'est quand même questionnant. Beaucoup d'extraits sur une approche très coercitive de l'imposition du français au secondaire. Encore récemment, j'ai une doctorante qui termine sa thèse et on voit encore des écoles où on demande 25 sous, une punition de 25 sous si on parle une autre langue. Donc, pour moi, je me disais, bon, en 2023, on a encore des punitions autour de l'usage d'autres langues dans les écoles. Ça me questionne en tant que chercheuse, mais aussi pour le bien-être et la réussite des jeunes. Donc là, ici, en deuxième secondaire, la même année, le même directeur m'a tiré des locaux, pas des locaux, on était en bas dans les casiers. Il m'a entendu parler en espagnol dans les casiers. Il ne m'a pas touché physiquement dans le sens de la peau, mais il m'a tiré du chandail comme ça. Il m'a amené en dehors de l'école secondaire parce que je parlais espagnol dans l'école secondaire. Et là, elle dit, ma mère ne m'a pas défendue. Et pour elle, elle ne devait pas être traitée comme ça. Donc, ici encore, on peut se poser des questions sur l'usage d'autres langues dans les espaces de l'école, en dehors de la classe. Et ici, on voit comment l'élève réagit à l'approche coercitive. Elle sent qu'elle n'a pas été défendue par ses parents.
Ça pose quand même des questions, l'approche coercitive monolingue sur le vécu du jeune par rapport à l'école. Pour les jeunes aussi, le fait de dire aux parents « vous devez parler le français à la maison », c'est quand même quelque chose, c'est comme si on leur demande dans la sphère privée de parler également le français. Donc, ils se font dire, le professeur a dit à mon père qu'on devrait parler en français chez nous à la maison pour que je puisse perfectionner mon français. Mon père a dit que non, parce que c'est l'école, c'est le rôle de l'école de faire ça. Qu'on puisse apprendre le français. Et chez nous, on va garder la langue espagnole. Donc, ça aussi, en milieu scolaire, on demande, dans les recherches, on demande aux parents de parler le français à la maison, mais en même temps, c'est délicat, c'est la sphère privée, donc il faut respecter aussi le choix des parents. Et les jeunes réagissent par rapport à ça là, dans l'étude qu'on a menée. Discrimination linguistique aussi concernant l'accent. Donc, quand je parle, je suis stressée, j'ai tendance à faire des erreurs. Donc, c'est ça un peu l'anxiété linguistique. Mais pourtant, je ne fais pas ces erreurs-là quand je parle avec mes amis. Et elle raconte ici, il y a toujours une professeure, au moins je pense au secondaire, qui m'a dit « Vous avez un accent. Vous avez un accent. Mais je suis née ici. » Donc, ça ne me fait pas du bien d'entendre ça. Donc, pour les jeunes qui sont notamment nés ici, de toujours se faire ramener à leur accent, c'est aussi une forme de micro-agression, en fait, parce qu'ils sont québécois, comme tous. Et donc, ils se font ramener toujours à cette différence-là, malgré le fait même d'être nés ici. L'anxiété linguistique, en fait, il y a aussi un sentiment de fatigue. Donc, j'étais tannée du français. Ça faisait 7 ans que c'était français. Je faisais des efforts, beaucoup d'écriture, de lecture, parler. C'est toujours des erreurs. On dirait que c'était jamais parfait. Donc, à un moment donné, j'arrête là. Donc, il y a une fatigue, en fait. On fait beaucoup d'efforts, mais on se fait toujours ramener à l'accent. Donc, à un moment donné, certains démissionnent un peu de l'apprentissage du français parce qu'ils ont l'impression de ne jamais pouvoir atteindre le standard attendu par le groupe majoritaire. Même au post-secondaire, le sentiment d'être étranger dans leur pays d'accueil demeure. Donc ici, on a Samuel qui dit ça a été instauré depuis le primaire et ensuite tu arrives à l'université. Comment veux-tu faire ça plus inclusif? Excuse-moi, mais ça vient depuis le primaire. On est entraîné pour ne pas être inclusif. Le monde sont entraînés pour ne pas être inclusif au Québec. Donc, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, dans les institutions scolaires anglophones, ils sentent que c'est plus inclusif sur le plan de la langue que dans les institutions francophones. Et c'est la même chose pour d'autres recherches aussi qui ont montré que certaines personnes issues d'immigration préfèrent travailler en anglais parce qu'ils sentent plus d'inclusion par rapport à qui ils sont, la langue, comment ils parlent la langue. Donc, c'est questionnant également. Anxiété linguistique au cégep, ça continue, en fait, ça s'exacerbe parce qu'ils ont l'impression que les exigences en français sur le plan de la syntaxe, de la rédaction, sont plus élevées au cégep et à l'université. Donc, ces sentiments-là s'exacerbent au post-secondaire. Donc, ici, on a l'exemple de Santiago qui dit « Déjà, les profs, quand je parlais, certains ne comprenaient pas, posaient encore des questions. « Quoi? Excuse-moi, je ne comprends pas. » Donc, ça fait en sorte que Santiago se met à moins parler dans les cours, poser moins de questions aux professeurs, être plus gêné de participer parce qu'on lui demande toujours « Qu'est-ce que ça dit? Je ne comprends pas, il y a un accent. » Donc, un peu le sentiment de se retirer, en fait, des échanges en classe. À l'université, ça continue. Donc, des micro-agressions. « Ah, tu viens d'arriver de Colombie parce que tu n'écris pas bien. » Mais cette personne est née au Québec. Donc, se faire dire ça par une professeure d'université, c'est en quelque sorte la ramener à son altérité, au fait qu'elle n'appartient pas, et pour elle, c'est une micro-agression, en fait. Et aussi le fait, il raconte, quand je suis en train d'expliquer quelque chose, on dirait que l'attention est portée sur mon accent, comment tu dis les mots, et non pas sur le message que je veux transmettre.
Donc, en quelque sorte, il raconte un peu ne pas avoir tout autant l'attention lorsqu'ils parlent sur le contenu qu'ils vont dire en classe. Anxiété linguistique à l'université, donc ça continue. En fait, pour certains, ils voient davantage leur faiblesse, entre guillemets, au niveau de la syntaxe. Donc, ils racontent qu'ils se débrouillaient peut-être mieux au primaire et au secondaire, mais là, à l'université, ça devient plus difficile. Et donc, ils se demandent, est-ce que je suis assez bonne pour être ici? Donc, ça leur pose des questions et en fait, pour eux, le système ne s'adapte pas à leurs besoins de soutien, peut-être en langue française. Et donc, aussi, à tous les efforts, en fait, ce qu'ils racontent aussi, c'est qu'ils doivent faire le double d'efforts ou le triple pour arriver à avoir les mêmes résultats. Donc, pour eux, c'est comme si l'université devrait leur donner plus de soutien et de ressources pour essayer de traverser ce sentiment-là de discrimination linguistique, de devoir faire plus d'efforts pour réussir comparativement aux autres. Donc, il me reste 4 minutes. Alors, comme j'ai dit, sentiment de frontière entre eux et les Québécois francophones, principalement autour d'une frontière infériorisante sur le plan de l'accent notamment. Ça engendre le sentiment que leur accent peut être vu comme une preuve d'incompétence linguistique. Donc, pour eux, ça génère de l'anxiété langagière, un sentiment de discrimination linguistique, le sentiment d'inadéquation linguistique, donc par rapport à des standards qui sont construits ou perçus chez le groupe majoritaire, et ça s'accentue à l'université. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que le système d'éducation ne prendrait pas en compte leurs besoins. Donc, leur parole est très pertinente, à mon avis, pour essayer de repenser les pratiques en milieu éducatif à tous les paliers, s'interroger sur le rôle des institutions éducatives, donc comment on pourrait déconstruire ces rapports de pouvoir par rapport aux questions linguistiques au Québec. C'est une question, en fait, il faut de la formation, il faut de la conscientisation, il faut que ça soit inscrit dans les curriculums. Comment on peut mettre en œuvre un savoir-être qui est lié à l'inclusion, la justice scolaire, mais où on prend en compte les impacts de la discrimination linguistique et comment on ajuste les pratiques didactiques, l'évaluation. Est-ce que l'évaluation va finalement contribuer à discriminer certains jeunes qui ne répondent pas aux standards linguistiques? Donc, on peut parler de linguicisme à ce moment-là. Donc, et se poser la question sur le soutien aussi qui est offert aux élèves. Donc, on a des politiques éducatives au Québec où on valorise l'équité, l'inclusion, la justice sociale, mais il ne faut pas non plus que ça reste des rhétoriques institutionnelles. Donc, il faut essayer de trouver comment, au quotidien, on peut développer des pratiques pour contrer des formes de discrimination. Et là, aujourd'hui, on parle de discrimination linguistique, mais on pourrait en nommer plusieurs autres. Donc, la formation sur ces thèmes-là est plutôt sporadique au Québec. Alors, il faut penser à mettre en place des formations où on sensibilise, on conscientise sur ces questions-là. C'est quoi la glottophobie? C'est quoi le linguicisme, la discrimination linguistique? Penser aussi peut-être aux biais inconscients que l'on a lorsqu'on pense à l'accent, donc se former en tant qu'intervenant pour se décentrer de ces biais inconscients par rapport aux normes attendues de la langue, les standards, avoir des attentes élevées pour tous les jeunes, puis les amener à se dépasser dans leur plein potentiel, éviter d'essentialiser des situations pour tendre vers plus d'équité et de justice scolaire, et mobiliser les enseignants, dans le fond, à reconnaître que la diversité linguistique, c'est quelque chose qu'il faut accueillir en milieu éducatif pour que le jeune se sente bien, pour qu'il puisse faire des transferts linguistiques vers l'apprentissage du français. Ça, c'est quelque chose que la didactique des langues secondes montre à travers les recherches depuis des décennies. Donc, comment utiliser ces constats-là de la recherche pour que les intervenants soient formés
au fait que l'accueil de la diversité linguistique, c'est quelque chose qui aide le jeune à se sentir appartenir à l'institution. Ça l'aide à apprendre le français. Et aussi de sensibiliser, de conscientiser, de discuter des discriminations linguistiques en classe et en formation. C'est extrêmement important. Donc, il me reste 9 secondes. Merci.